La loyauté familiale. Voici un sujet à la fois très simple et finalement très vaste. Très vaste parce qu'il est insidieux et que donc il y a plein de moments où on va intrinsèquement aller vers cette loyauté familiale sans même se rendre compte de là où on en est. La loyauté familiale, c'est une construction qui est nécessaire à l'enfant au départ, puisque comme être unique, il est vulnérable, et donc il va nécessiter d'avoir un groupe autour de lui afin de le protéger, de le mettre en sécurité. Ce même groupe contient des individus qui individuellement sont aussi vulnérables et donc ont besoin d'être en groupe pour se protéger. Malgré que nous soyons des carnivores, nous ne sommes pas au sommet de la chaîne alimentaire dans un espace naturel et donc nos instincts primaires de sauvegarde font qu'on réagit un petit peu comme du bétail. Il vaut mieux être en groupe pour réussir à survivre. Pour faire partie du groupe, il va falloir une adhésion aux règles du groupe. Et dans ces règles, certaines se forment sur des croyances du groupe. En termes de famille, c'est ça, la loyauté familiale, c'est d'obéir à la croyance de la famille, quelle qu'elle soit. Autant vous dire que les familles se construisent avec énormément de croyances en fonction du vécu historique et ancestral de ces familles-là. Aussi, très tôt, l'enfant, pour pouvoir être intégré dans la famille, va accepter le discours familial unique, les règles familiales, qui sont pour autant basées sur des croyances, sur des histoires. Ces obligations à adhérer au discours familial vont demander à l'individu de nier une part de lui-même, une part de ses besoins, pour les besoins plus grands de la famille et du groupe. Là, on retrouve le système japonais où je me sacrifie pour mon entreprise. C'est exactement le même fonctionnement, mais c'est un fonctionnement qui est intrinsèque à la nature humaine et qui a vraiment cette fonction de protection au départ. C'est vraiment important de ne pas culpabiliser d'être victime de sa loyauté familiale. À plein d'endroits, elle est utile aussi. C'est-à-dire que dans des familles qui ne sont pas dysfonctionnantes, la loyauté familiale va faire que quand une personne va être en difficulté, la famille va se souder autour d'elle pour la soutenir. Faut-il que la famille soit dans ce discours familial-là et qu'elle choisisse la personne qui est réellement en difficulté et pas forcément l'agresseur. Ça, c'est un autre point. Toutefois, cette loyauté familiale va empêcher la victime de parler, du coup, parce que au nom d'une famille qu'il faut protéger, puisque c'est elle qui nous assure aussi la protection, on ne peut pas dissoudre ou casser la famille. Donc, du coup, on ne peut pas révéler les secrets qui casseraient la famille. En cas de violence, et encore plus en cas d'inceste, ça va devenir très très compliqué pour la victime de pouvoir parler, et notamment de pouvoir parler dans sa famille. S'il le fait bon nombre de fois, la famille va à nouveau protéger le cercle familial avant tout, et donc ne pas relayer la parole de la victime. Dans ces conditions, on comprend qu'un enfant victime particulièrement, mais un adulte, ça fonctionnera de la même manière, va avoir beaucoup de mal à parler de ce qui lui est arrivé et donc va s'oublier dans l'intérêt général. Les enfants aujourd'hui parlent beaucoup plus, toutefois leur parole est ignorée puisque les adultes restent, eux, dans cette omerta du secret familial et donc de la loyauté familiale. Et donc c'est à chacun de nous de prendre conscience de cette loyauté de manière à permettre un changement de paradigme. Pour cela, l'effort à faire est finalement beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Il est déjà utilisé depuis très très longtemps par les éducateurs spécialisés dans les centres pour les déficients mentaux, puisque la loyauté familiale d'un enfant qui est handicapé peut le conduire à ne pas chercher à s'autonomiser dans ces centres. Donc les parents l'y mettent de manière
à lui permettre une autonomie et l'enfant ne va pas s'autoriser cette autonomie, même quand il est adulte, afin de préserver l'unité familiale. C'est-à-dire que bien souvent, l'enfant très fin et dans ses sensations va se rendre compte que tout a tourné toujours autour de lui pour ses parents et donc ses parents se sont construits une identité en fonction de son handicap à lui. Donc s'il n'a plus de handicap, les parents n'ont plus d'identité. Donc afin de préserver l'équilibre familial et l'identité de ses parents, il cherchera à rester à son niveau de manière à ce que rien de grave n'arrive à la famille et à ses parents. Voilà, c'est complètement inconscient comme processus, on est bien d'accord, et c'est plein d'amour et plein de bonne volonté. Mais parfois ça ne suffit pas. Donc, l'idée des éducateurs spécialisés dans ces centres, quand ils voient que l'enfant a une certaine culpabilité vis-à-vis de ses parents à s'en sortir, et là pareil, hein, les parents ne le font pas forcément exprès, il y en a qui le font exprès, mais ils sont assez peu nombreux en fait, ceux qui le font exprès, ils évitent d'emmener leurs enfants dans des centres. Donc les éducateurs spécialisés vont faire un travail avec la personne de manière à casser cette loyauté familiale, alors pas complètement, pas surtout, mais sur les éléments qui permettront à l'enfant de s'autonomiser et d'accepter cette autonomie sans culpabilité. Voilà. Et après, bien sûr, il y a une sorte d'accompagnement des parents, mais c'est vrai qu'il serait utile que les parents soient réellement accompagnés dans ce travail-là aussi, de manière à ce que tout le monde puisse y trouver un équilibre assez rapide et serein. Donc, comment casser la loyauté familiale? Eh bien, c'est très simple, en fait, il suffit de penser à soi. Et en même temps, c'est très compliqué. Donc, comment faire pour penser à soi? Alors là, j'ai pensé notamment au HPI, pour qui ça sera certainement plus dur, et les HPE, n'en parlons pas, puisqu'il va falloir renouer avec son corps, il va falloir renouer avec ses sensations, il va falloir s'autoriser à écouter les ressentis que l'on a. Et chez les HPI, chez les hypersensibles peut-être aussi, ce sont des fonctions qui ont été très très vite oubliées dans l'intérêt général, puisqu'ils sont tous tournés vers l'intérêt général. Ceux qui ne le sont pas sont certainement pas HPI, même s'ils sont très très intelligents et qui peuvent avoir des 170, hein, il n'y a pas de souci. Mais un HPI, par définition, il est capable de nier ses besoins pour l'intérêt général, parce qu'il a bien vu que pour qu'une société fonctionne, il fallait que tout le monde soit uni, soit en groupe, et que ça demandait des sacrifices de soi. Donc, sacrifice de soi, plus douleur inhérente à l'hypersensibilité, à l'hyperkinesthésie, etc. Très vite, bon nombre d'entre nous tous, hein, parce que bon, pour les HPI et les HPE, c'est énorme, mais pour bien d'autres, ça fonctionne aussi. Il va y avoir une coupure avec les sensations corporelles, c'est-à-dire je ne sais pas émotionnellement, je ne vais pas trop identifier mes émotions, je vais les mettre de côté, je vais passer à autre chose, je ne veux pas savoir en fait. Cette personne ne me plaît pas, oui, mais je suis qui pour imaginer que c'est moi qui ai la vérité absolue? Je suis qui pour imaginer que non, ça ne peut pas marcher. Donc du coup, on se coupe de tous nos instincts. Revenir à son instinct, c'est s'autoriser à dire, ben ouais, en fait, je le sens pas, ce gars-là. Ça veut pas dire qu'il est nul, ça veut dire que pour moi, il convient pas, en fait, et j'ai le droit que cette personne ne convienne pas. Doucement, mon loulou. Donc, du coup, cette façon de regarder en soi et d'accepter soi, ça demande une certaine reconstruction, mais finalement, ça va amener aussi une liberté d'être et une liberté de penser. Chez l'enfant victime, ça va être quelque chose de très très puissant, puisqu'il va y avoir grâce à ça une reconnaissance de l'enfant et de ce qu'il a vécu, et lui-même va se reconnaître et donc croire en lui. Donc la question à poser, c'est ok, tu as vécu ça, qu'est-ce que ça t'a fait, qu'est-ce que tu ressens? Et l'aider dans ses sensations, l'aider à découvrir ses émotions, travailler sur les émotions, etc.
Ainsi, l'enfant va pouvoir créer une croyance en lui-même, une croyance en ses ressentis. Et il pourra ainsi développer une confiance en lui et petit à petit déculpabiliser de ce qui lui est arrivé parce qu'il comprendra que ce n'était pas sa faute, qu'il n'était pas responsable. Donc casser la loyauté familiale va finalement apporter beaucoup de réponses à l'enfant victime. N'hésitez pas à me laisser des messages, des commentaires et si besoin à me contacter. À bientôt.